Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Elle a une ce matin cette épitaphe Siji Alep. 3 mots noirs et une page blanche. Siji Alep, titre Libération. Après un mois de bombardements incessants, la ville syrienne est en passe d'être reprise par l'armée de Bachar el-Assad et ses alliés. Un plan d'évacuation des civils et des rebelles doit débuter ce matin. Siji Alep et Libération dénoncent l'ignominie à laquelle on assiste en direct. Beaucoup d'images prises à hauteur d'enfants au dos drone et retransmises en mondovision via les réseaux sociaux. Le long calvaire des civils d'Alep, coincés entre les soldats d'Assad et ses alliés miliciens, déchiquetés par les bombes russes et syriennes d'une part et ceux qui restent de rebelles d'autre part, ne se vit pas à huis clos, loin de là, rappelle Libé, qui estime que oui, les canaux diplomatiques doivent rester ouverts avec Moscou, mais se demande ce qu'il faut dire de ceux qui vont au-delà du dialogue et soutiennent la politique d'écrasement des civils d'Alep par Poutine et Assad. Ce qu'il faut dire à ceux qui trompent le monde en faisant croire qu'Assad et Poutine luttent contre le terrorisme, sinon que tout ce qui se déroule sous leurs yeux et en temps réel dans le réduit d'Alep-Est les conduit à se rendre complices de crimes de guerre, je cite. La tragédie d'Alep est un tournant majeur pour l'opposition modérée, mais ne signifie pas pour autant la victoire du régime, d'après la chercheuse Manon Nour Tanous, qui prévient que la reconquête plus large par le régime passera par d'autres massacres. La réconciliation comme la reconstruction semble bien hypothétique selon elle, tandis que le dessin de Willem, on le voit, montre Bachar el-Assad juché sur les épaules de Vladimir Poutine, s'enthousiasmant face au spectacle d'une ville noyée dans le sang. Vive l'Alep libre, dit-il. Le Figaro estime aussi que la victoire du président syrien est certes incontestable, mais qu'elle n'est pas totale. Alors que Poutine et Assad triomphent dans les ruines d'Alep, le journal, qui mentionne également le rôle crucial de l'Iran, relève que les Occidentaux ont de facto laissé la main aux Russes sur l'échiquier syrien. Ce sont eux qui détiennent les cartes des négociations politiques qui un jour reprendront. Pour Poutine, alors, une autre partie commencera, annonce le journal, qui rappelle l'arrivée d'une nouvelle inconnue dans l'équation, Donald Trump. En attendant, Bachar el-Assad garde les mains libres pour poursuivre la politique de la terre brûlée qui a été la sienne dès le début des soulèvements populaires en 2011. Une révolution impossible selon Le Monde qui raconte comment la répression du régime et la radicalisation des groupes armés ont eu peu à peu raison des idéaux du soulèvement d'Alep en 2012. Et comment, dès ce moment-là, une manifestation de médecins, pourtant organisée par un syndicat officiel, avait fait l'objet d'une attaque de gros bras armés de petits couteaux très effilés qu'ils plantaient dans les côtes des marcheurs en leur glissant à l'oreille. C'est un avertissement. Aux États-Unis, Donald Trump poursuit la formation de son futur gouvernement. Le président élu façonne une administration à son image, d'après les Échos, qui évoque l'équipe hors norme qui va gouverner l'Amérique. Une équipe iconoclaste et quasi vierge de toute expérience, composée de républicains pur jus, d'alliés de la première heure, de grands patrons et de banquiers, masculines, blanches, fortunées, résume le journal, riches, musclés et russophiles, faisant la part belle aux militaires, aux milliardaires et aux amis de Moscou, d'après la Croix, qui précise que parmi ses amis, il y a le PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, qui vient d'être nommé au département d'État, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. La Croix qui rapporte également, Pauline, que Donald Trump a finalement annulé la conférence de presse qu'il avait annoncée pour demain. Un rendez-vous qui était très attendu, 4 jours avant son élection par les grands électeurs, et au cours duquel il devait préciser comment il comptait prendre ses distances avec son entreprise le temps de la présidence. Cette conférence a été repoussée à une date indéterminée, l'équipe du président élu se contentant de déclarer que la Trump Organization sera dorénavant dirigée par ses 2 fils. Un mot pour terminer de ce reportage de La Croix sur le séjour de milliers de harkis dans des hameaux perdus en pleine forêt dans le sud de la France au début des années 60. Ce que l'on appelle les harkis furent des supplétifs de l'armée française du temps de la guerre d'Algérie, dont près de 85 000 ont trouvé refuge en France après l'indépendance algérienne en 1962. Sur ces 85 000 harkis, 10 000 ont vécu dans ce qu'on appelle des hameaux de forestage, des petits villages éparpillés essentiellement dans des forêts du sud de la France, isolés pour être maintenus à l'écart des immigrés et des pieds noirs à une époque où les autorités craignaient encore une reprise de la guerre d'Algérie en métropole, d'après la Croix, qui raconte la ségrégation et la précarité subie par les harkis, dont des descendants tentent aujourd'hui de défendre la mémoire en faisant préserver, voire réhabiliter les hameaux de forestage où certains ont vécu pendant des années, comme Ali Amran, 54 ans, qui fait partie de la 2e génération de harkis, qui a vécu jusqu'à ses 20 ans dans un baraquement de Mouan-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, à 3 km de l'école la plus proche.
Il se souvient, on était isolés de tout et on restait entre nous. Les enfants des Français de souche ne venaient jamais nous voir et nous, on avait honte de les inviter. Merci Hélène pour cette revue de presse française.